Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 18 janvier, nous sommes en direct comme tous les soirs. Et comme tous les soirs dans cette émission, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Mohamed Benhamou, vous êtes président du Centre marocain des études stratégiques. Abachi Chamamba, vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Économiste. Et enfin, Monsieur Khalid Cheghalaoui, professeur au sein de l'Institut des études africaines de l'Université Mohamed V. Nous aurons en ligne tout à l'heure pour nous accompagner Monsieur Jalil Lounès, professeur de relations internationales, spécialiste de l'ACMI. 29 morts, 18 nationalités différentes et une trentaine de blessés, parmi lesquels une compatriote, Leila Alaoui, jeune photographe marocaine, à laquelle nous adressons nos pensées et nous souhaitons un prompt rétablissement, bien sûr. C'est le bilan de l'attentat perpétré ce samedi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, et revendiqué par le groupe ACMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique ces derniers mois. Ce sont plutôt des pays comme le Nigeria, le Mali ou le Tchad qui ont été touchés souvent violemment par des actes terroristes. Pourquoi le Burkina Faso, ébranlé il y a quelques mois par une instabilité politique, est-il à son tour touché? Que représente ACMI dans cette région? Et pourquoi ce groupe agit-il de nouveau? Quels sont les risques de déstabilisation à court et moyen terme de l'Afrique de l'Ouest et les conséquences à la fois politiques mais également économiques pour ces pays? Attentat au Burkina, quel risque pour la région? C'est le titre de l'émission de ce soir. Le Burkina Faso était sous le choc ce matin, 2 jours après l'attentat perpétré dans sa capitale Ouagadougou. Une trentaine de personnes ont péri dans cette attaque qui a visé un restaurant et plusieurs hôtels de la capitale. Parmi eux, on compte une quinzaine d'étrangers. Le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, s'est rendu sur les lieux. Devant les caméras, il dévoile les derniers éléments de l'enquête. Je ne peux pas vous dire, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 13, et on ne sait pas pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuire. Et il a été dit que tous les bâtiments avoisinants vont faire l'objet d'une visite pour que rien ne nous échappe. Que tous ceux qui ont pris ce risque d'attaquer notre pays puissent savoir qu'on n'attaque pas le Burkina impunément. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui l'a attribuée au groupe de Mortar Belmokhtar. Dans la foulée, la sécurité des hôtels a été renforcée. Le ratissage a concerné près de 130 établissements touristiques. 18 enquêteurs français sont arrivés pour aider à mener l'enquête. Le terrorisme, ça devient international. Même chez nous, chez nous en Tunisie, on est en train de nous battre contre le terrorisme. Espérons le vaincre, c'est tout. Mais la vie continue. Malgré, parce que les terroristes, leur but, c'est de nous faire peur. Nous, on n'a pas peur. On ne va pas s'arrêter. L'attaque de samedi pourrait avoir des conséquences économiques sur le pays qui vient de sortir d'une crise qui l'a affaibli. Fin 2014, un soulèvement populaire a chassé Blaise Compaoré du pouvoir et conduit à une année de transition politique difficile sur le plan économique et émaillée par une tentative de putsch dans ce pays sahélien très pauvre de 18 millions d'habitants. Alors un bar, un restaurant, un hôtel attaqués avec des modes opératoires qu'on commence à connaître, on va en reparler bien sûr, au centre de Ouagadougou, extrêmement fréquenté par des étrangers. Pourquoi est-ce que le Burkina, qui était un pays plutôt épargné aujourd'hui par les attaques terroristes, a été visé et devient une cible aujourd'hui? Déjà, le Burkina est un pays central en ce qui concerne les relations interafricaines, principalement en Afrique de l'Ouest. C'est aussi un des centres névralgiques qui a géré et qui a pu participer à ce qu'on appelle aujourd'hui la stabilité et la transition démocratique au Mali. C'est aussi, surtout à l'époque de l'ancien régime de Blaise Compaoré, un des pays les plus stables de la région et qui jouait à l'équilibriste dans une zone assez trouble. Le pays le plus stable qui a quand même connu un certain nombre de déstabilisations surtout à l'époque de Blaise, c'est-à-dire 2 ans auparavant. Et c'est un pays qui a joué de grands rôles en ce qui concerne la crise de la Côte d'Ivoire, la crise du Mali et
on sait très très bien quel rôle ce pays aussi joue à l'intérieur de cette nomenclature ouest-africaine. C'est aussi un pays très important pour la présence occidentale. C'est au Burkina qu'il y a une des bases plus importantes de drones américains. C'est aussi un des centres névralgiques des stratégies militaires et principalement de renseignement français liés à tout un réseau de présence française dans la région, à commencer par le Tchad, Centrafrique, Gabon et autres pays. Donc, toucher le Burkina, c'est aussi toucher l'ensemble de l'Afrique occidentale, c'est surtout toucher les intérêts occidentaux et principalement les intérêts français dans la région. Et quand on touche ce pays qui est aujourd'hui, qui vit une transition, espérons-le, qui va aller vers plus de côté positif à travers cette transition démocratique très importante. D'ailleurs, le Burkina a donné un exemple extraordinaire à un grand nombre d'autres pays africains dans ce cadre-là. Je pense que le fait de l'avoir touché, c'est avoir saisi l'occasion. C'est un pays quand même qui est dans une situation de faiblesse, où on est en train de restructurer le système sécuritaire. Le régime le plus important en termes de sécurité, bien sûr, il était beaucoup plus lié à la présidence. C'est le RPC qui était le plus adapté à concevoir des stratégies de sécurité au sein de la capitale, a été complètement disloqué et a été départagé à travers plusieurs autres régiments. Donc c'est un État qui est en cours de restructuration. Donc et ça en fait une cible toute choisie aujourd'hui. Très facile. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, notamment dans les revendications, justement, on va revenir sur la couverture, la manière avec laquelle AQMI a communiqué pendant les attaques et après. Il y a une revendication qui figure, qui dit comme quoi cet hôtel, le Splendide, figure parmi les repères les plus dangereux de l'espionnage global dans l'ouest du continent africain. C'est comme ça qu'ils ont qualifié ça. Oui, parce que quand on voit d'ailleurs la cible de l'hôtel, il faut voir les nationalités donc des victimes. 18 nationalités différentes. 18 nationalités différentes. Ça en dit long, parce que donc c'est aussi donc une très forte présence de plusieurs communautés occidentales dans ce pays, et aussi la présence de certaines forces étrangères. D'ailleurs, l'assaut a été force spéciale française, force spéciale américaine. Et américaine. Donc force spéciale française qui était au Mali et en mission et qui sont venus intervenir dans la nuit. Forces spéciales donc américaines qui bien sûr donc ont contribué à cet assaut. D'ailleurs, on le voit que même en termes de présence, ne serait-ce que pour les Français, il y a plus de 3000 Français résidents donc à Ouagadougou, et c'est un espace qui a été jusqu'à présent donc plus ou moins donc épargné. Effectivement, c'est un pays qui a joué un grand rôle, notamment donc sous l'ancien régime, notamment dans tout ce qui est médiation, dans les problèmes et conflits dans la zone. D'ailleurs, avec Blaise Compaoré, on a commencé un moment donc à parler de ce que on appelait donc l'industrie de la médiation. Il était tellement donc présent sur tellement donc de dossiers, et il pouvait arriver aussi donc à des solutions avec des groupes, même donc les plus donc radicaux, ce qui a épargné donc le pays. Certes, depuis une année donc le pays vit dans cette phase de transition difficile, avec toutes les conséquences donc qu'elle a eues, mais aussi donc la tentative de putsch a fragilisé encore davantage le pays. Il est clair que la dislocation et le démantèlement aussi donc de cette force d'élite a fait que le pays donc est devenu dans une certaine donc situation de porosité, dans un voisinage qui connaît un retour donc de la violence. Il faut aussi donc se le dire. Nous sommes dans un contexte régional et international donc qui fait que aujourd'hui AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, et les autres petits groupes donc cherchent à trouver une place dans cet espace international donc caractérisé aujourd'hui donc par
par la violence extrême, mais par aussi donc cette volonté donc de la recherche du chaos par Alors, Daesh. on reviendra sur justement le retour d'AQMI dans la région et ce que ça représente. Abachi Shamamba, on l'a bien dit, le pays sort ou est dans une phase de transition face à son instabilité politique. Est-ce qu'on peut avoir une recrudescence des violences après ces attentats? Est-ce qu'on peut dire que c'est les auteurs des attentats, est-ce qu'ils cherchent vraiment, est-ce qu'on profite d'une instabilité intérieure ou est-ce qu'ils veulent vraiment étendre le champ de leur opération? Est-ce qu'on peut s'attendre à encore plus de violences? Juste une petite observation avant de répondre à la question. Le fameux régiment spécial présidentiel qui a été dissous, en fait, c'était pas des troupes entraînées pour lutter contre le terrorisme, c'était des troupes entraînées pour protéger les régimes et donc faire de la répression de la population, éventuellement des opposants. C'était à l'origine sa mission. Donc c'était pas des soldats qui sont entraînés pour lutter contre le terrorisme. Donc mais ils étaient bien formés et surtout donc bien armés, donc contrairement au reste. C'est vrai, formés, bien armés, mais surtout en ayant comme cible principale les opposants de l'intérieur. Ça, c'est un peu le côté paradoxal d'un certain nombre d'États africains où les régimes s'entourent de forces ultra formées, qui créent une armée dans l'armée. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des violences suite à cet attentat? D'ailleurs, je voudrais d'abord avoir une pensée pour toutes les victimes et leurs familles. Je connais très bien cet hôtel, parce que moi-même j'y ai logé en 2011, j'ai passé 8 jours là-bas, j'étais en mission. Donc je connais parfaitement le coin. Alors, est-ce qu'il y aura de violence? Il y a une chance quand même de ce pays. Pendant longtemps, il apparaissait comme une île épargnée de toutes les violences autour. Il y a le Niger à côté déstabilisé, le Mali un peu aussi déstabilisé, qui sont des voisins. La chance du Burkina Faso, c'est que c'est un pays où les populations sont brassées de manière profonde et l'antagonisme religieux n'y existe pas. Je vous donne un exemple. Donc les relais locaux, éventuellement, qui pouvaient ou qui pourraient servir disons de courroie à AQMI au groupe terroriste, ce relais-là, à mon avis, n'existe pas à ce jour. Pourquoi? Je vous donne un exemple. En fait le terreau finalement qui permet de déclencher des attaques de l'intérieur. Je vous donne un exemple. Vous pouvez trouver des familles où il y a une partie qui est musulmane et l'autre partie est chrétienne. Et les choses se passent très bien. L'exemple que je voulais citer dans ces propos, c'est l'archevêque de Ouagadougou. Son frère est un imam. Lui, il est archevêque catholique. Et ça n'a jamais posé de problème dans la famille. Donc, pourquoi il y a aussi une chance que les relais locaux ne viennent pas? Je pense que ce tampon-là, cette façon et la pratique de l'islam dans ce pays n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver peut-être un peu chez les voisins au Mali, dans les zones contrôlées à l'époque, jusqu'à aujourd'hui partiellement par les djihadistes. Maintenant, alors pourquoi ce pays? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi cette attaque? Il faut savoir que pendant longtemps, quand il y avait M. Blaise Compaoré au pouvoir, mes collègues l'ont rappelé tout à l'heure, Blaise Compaoré était une sorte de capitaine, maître en négociation. Il avait noué de relations avec ce groupe mafieux qui était au nord du Mali. Il passait, d'ailleurs ce n'est pas un scoop, on savait que soit son entourage, je ne sais pas si lui-même il était trempé dedans, dans différentes sortes de trafics, et ça lui assurait une forme de protection vis-à-vis de ce groupe, jusqu'à aujourd'hui. Ça lui assure en tout cas jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Une fois qu'il a quitté le pouvoir, évidemment, ces relais de groupes djihadistes et de Touaregs du nord du Mali, parce qu'il faut l'appeler, il faut quand même nommer les choses par leur nom, ce relais-là ont plus ou moins disparu. Disparu parce qu'il y a une transformation politique dans ce pays, et donc tous les relais qui entouraient M. Blaise Compaoré n'étant plus en première ligne, donc ce groupe se sont dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller essayer quelque chose dans ce pays-là. Alors, le Ouagadougou, mes collègues l'ont dit tout à l'heure, évidemment vous avez des forces spéciales de plusieurs pays dans la capitale du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que, vous savez, la force Barkhane française, Mali, Niger
Ouagadougou et même un peu plus loin. Vous avez les Américains aussi qui sont au Niger et aussi à Ouagadougou. Il y a d'autres pays que je ne vais pas citer ici, peut-être d'autres pays occidentaux qui ont des forces spéciales dans ce... Pour une raison toute simple. Parce que l'objectif, c'est de couper au maximum, de déstabiliser au maximum les groupuscules qui sont encore très actifs au nord du Mali, de leur couper leurs ressources financières. Alors justement, est-ce qu'il y a des groupes djihadistes avérés aujourd'hui présents au Burkina Faso? Est-ce qu'on connaît la présence aujourd'hui qui sont recensés clairement au niveau du Burkina Faso? Directement lié donc au Burkina, pas spécialement, mais actif dans l'ensemble de la région, oui. On le voit, donc il y a aujourd'hui donc un grand mouvement qui se fait parce que donc le Burkina, donc c'est un pays qui est enclavé. Il y a le Niger, le Mali. Il y a aussi donc ce contact, c'est le pays aussi donc qui assure cette liaison avec l'Afrique les pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi donc vers tout ce qui est donc Centrafrique et Nigeria. Donc c'est un pays qui est qui se trouve donc un peu dans une zone donc carrefour. C'est un pays qui voit une grande activité non loin de chez lui de la part de Boko Haram et d'autres groupes, mais aussi donc vers le nord, beaucoup plus donc une présence de groupes comme AQMI, mais de petits groupuscules aussi donc qui sont actifs dans cette zone. Maintenant, certes, le régime de Blaise Compaoré donc a su gérer donc les contradictions régionales et a su aussi donc tisser peut-être donc des liens qui ont épargné ce pays. Il y a aussi donc il faut aussi donc le dire, c'est un pays qui a su préserver donc une certaine stabilité dans un contexte ouest-africain qui a été largement donc fracturé et bouleversé, et aussi donc dans un contexte sahélo-saharien qui a toujours été agité. Maintenant, il y a le Mali et on le voit, donc nous sommes dans une autre configuration. Il y a les conséquences des derniers accords politiques et certains groupes donc se sont sentis écartés de ces négociations et surtout donc des résultats donc de ces négociations. Il y a aussi donc cette volonté de la part d'AQMI et de l'ensemble donc des groupes de continuer donc à exister. On est dans une certaine logique donc de guerre de légitimité. Alors justement, en parlant de légitimité, alors Jalil Lounès est avec nous au téléphone. Jalil Lounès, vous êtes professeur de relations internationales, vous êtes spécialiste de l'AQMI. Jalil Lounès, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce dernier attentat, on l'a bien vu, il a été revendiqué par l'AQMI. Justement, vous parlez de légitimité. Est-ce que c'est vraiment l'AQMI ou est-ce qu'on peut penser que ce sont juste des groupuscules qui s'affichent sous la bannière de l'AQMI et qui utilisent la marque AQMI? Alors, en fait, l'attentat est plus précisément revendiqué par le groupe Al-Mourabitoun, qui en fait, pour faire simple, c'est un groupe qui en fait qui est dirigé par Belmokhtar, donc qui était un ancien d'AQMI, un des principaux dirigeants d'AQMI, qui a fait sécession en 2012, qui a créé son propre groupe, les Signataires par le sang, qui a ensuite fusionné avec le Moudjahou. En fait, c'était un rival lui-même, c'était un rival d'AQMI. Il s'est positionné en fait dans une sorte de rivalité d'AQMI. Et si vous voulez, en fait, depuis 2013-2014, suite au coup de l'armée française, on fait l'opération Barkhane et l'opération française qui a été menée également en 2013. Donc, il y a un affaiblissement, si vous voulez, et d'AQMI et de Mourabitoun. Et en même temps, comme vous l'avez mentionné, mes confrères ont mentionné de la montée en puissance de Daesh. Donc, si vous voulez, en fait, les deux groupes, AQMI et Mourabitoun, se revendiquent d'Al-Qaïda. Je pense depuis quelques mois, on a annoncé qu'en fait, qu'ils se rejoignaient. Donc, en fait, c'est AQMI, c'est une alliance AQMI-Mourabitoun qui a mené cette attaque. Alors, Mourabitoun, on le rappelle, ceux qui avaient revendiqué l'attaque à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à trouver des ressources malgré la fuite aujourd'hui des djihadistes vers la Syrie? Alors, je crois que il n'y a pas une fuite quand on parle du Sahel, du Sahel, il n'y a pas eu vraiment un large mouvement de djihadistes du Sahel vers la Syrie. La plupart sont restés ou sont restés. Vous avez plus d'ailleurs, pour être honnête,
C'est plus une arrivée de djihadistes, par exemple, en Libye, de Daesh en Libye, qui sont le fer de lance de la branche de Daesh en Libye. Donc, si vous voulez, au Sahel lui-même, il n'y a pas eu vraiment de départ massif, il n'y a pas eu de départ massif, en fait, pour autant que je sache, les dernières fois que je suis allé, il y a eu très peu de départs vers la Syrie. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que les succès de Daesh en Syrie, en Syrie, en Irak, ont amené des djihadistes, d'une plus jeune génération de djihadistes au Sahel, à, si vous voulez, vouloir changer d'allégeance, de passer, plutôt que se revendiquer de Qaïda, comme le fait le Morabitoun et Haqqani, de se revendiquer de Daesh, c'est-à-dire et espérer ainsi remobiliser autour des populations locales, et pour revenir à la discussion que vous avez juste maintenant, se refaire une légitimité, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle montée de violence dans les pays du Sahel ? Alors, je pense que oui. Parce que bon, il y a une espèce de compétition qui a lieu en ce moment entre Haqqani, Morabitoun d'un côté et Daesh de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, bon, encore une fois, si vous voulez, pour faire simple, depuis 2 ans et demi, vous avez eu plusieurs chefs d'Haqqani et de Morabitoun qui ont été tués. Donc, si vous voulez, en fait, vous avez une nouvelle génération qui est arrivée aux commandes dans ces groupes armés, plus jeune, qui est moins dans les références sont moins vers Al-Qaïda et plus tourné vers Daesh. Donc ce qui s'est passé, je vous renvoie au mois de mai, il y a eu une sécession à l'intérieur d'Al-Morabitoun où des groupes ont annoncé qu'en fait qu'ils changeaient d'allégeance et donnaient leur allégeance à Daesh. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait aujourd'hui Haqqani et Al-Morabitoun se sont sentis suite aux coups qu'ils ont pris, aux sécessions qu'il y a eu, ont eu peur de se trouver à la marge des groupes armés, et donc ils doivent, si vous voulez, d'une certaine manière, se refaire eux-mêmes une légitimité et montrer qu'ils sont une puissance avec qui il faut compter, une des forces djihadistes avec qui il faut compter, et qui sont plus puissants que Daesh, pour éviter justement un transfert de leurs propres troupes vers Daesh. Donc je pense qu'on peut s'attendre effectivement à une multiplication des attaques. En fait, c'est ce qu'on a eu lieu depuis plusieurs mois maintenant. Vous regardez s'il y a une multiplication des attaques dans l'ensemble du Sahel, au Mali, c'est régulier. Il y a un kidnapping d'une ressortissante suisse il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, l'attaque du Radisson, des attaques contre les troupes maliennes, des tirs de roquettes continues, etc. Donc en fait, ça fait plusieurs mois qu'il y a une dégradation de la situation sécuritaire, justement d'Haqqani et Morabitoun, pour se faire sentir leur présence. Merci beaucoup, Jalil Lounès. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales, spécialiste de l'AQMI. Si Chaglaoui, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Lounès? Déjà, ce qu'avait dit notre ami Abacha, à propos, parce que là, vous avez parlé tout à l'heure de djihadistes touaregs, ce n'est pas seulement des Touaregs, les Touaregs c'est juste une partie de tous ces djihadistes, et c'est pas la majorité. Et beaucoup de Touaregs, ils sont entrés juste par opportunisme. D'ailleurs, il suffit de voir monsieur Iyad Aglrali, leader de Ansar Din, comment du rebelle aux militaires maliens, aux rebelles encore une fois, aux diplomates maliens et aux rebelles une 3e fois. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais tout le monde sait qu'au nord du Mali, ce bonhomme-là, il circule entre Tombouctou et le sud algérien, et personne, ni des autorités maliennes, ni des autorités françaises, ni des autorités mauritaniennes d'ailleurs, qui ont des liens avec lui, ni des autorités algériennes n'ont mis la main dessus. Et même il y a certaines qui racontent, soi-disant mauvaise langue, qu'il se fait soigner dans certains hôpitaux de certaines capitales de la région. Donc, c'est lesquelles, oui, mais le grand problème de cela, et d'ailleurs là je suis tout à fait d'accord avec notre ami Abacha, c'est que tout le monde est en contact avec tout le monde dans cette région. Et à commencer par le Niger. Le gouvernement du Niger, avec un certain nombre d'interlocuteurs, oui, alors ils ont leur numéro de téléphone, ils les connaissent, et parfois il y a des relations familiales. Belmokhtar, il était marié, sa femme, elle appartenait à la même, pour faire plus simple, la même tribu que la femme de l'ancien président du Mali, ATT, Amadou Toumani Touré. Et il y avait des relations dans ce sens-là. Et ce genre, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le problème de Belmokhtar, c'est que son groupe, qui est façonné principalement de Maghrébins, surtout d'Algériens, de Mauritaniens, de Sahraouis, de Sahélo-Sahariens, et le fait, pourquoi ils sont là, c'est parce qu'ils trouvent appui et chez leurs congénères, leurs compatriotes, que ce soit sur le plan social. Et puis il y a l'argent, là, c'est énormément important, les ressources. C'est l'argent, tous les trafics qui sont autour, et ça c'est très important. Mais le grand problème, c'est que, je dirais même que les autorités en place connaissent les acteurs.
Ils ont leur numéro de téléphone satellitaire. Et chaque fois qu'il y a un problème, on trouvera toujours un interlocuteur avec qui négocier et on trouvera toujours un terrain d'entente. Le Niger est très connu pour ce sport. À un moment donné, le Mali était très très fort. Maintenant, il est en retrait. Le Burkina, à l'époque de Blaise Compaoré, il était très très fort. Et effectivement, maintenant, il n'y a plus de relais entre le Burkina, entre le nouveau régime du Burkina et les anciens. D'ailleurs, le Burkina, à l'époque, il était partout dans les négociations avec le Nord, même qu'il a dépassé le gouvernement de Tombouctou et de Bamako dans ce cadre-là. Autre chose très importante, et ça, on pourrait même le remarquer par rapport à ce qui s'est passé lors des derniers attentats à Bamako. Mais tout le monde sait que certaines capitales africaines, peut-être toutes les capitales africaines, sont sous écoute de la part de certaines chancelleries européennes. Enfin, tout le monde sait, vous savez. Oui, mais ça, Bamako, on sait très très bien que l'ambassade française écoute presque tout ce qui se passe dans cette région. Il y a des militaires tout le temps. Et on se demande, et on se pose la question. D'ailleurs, effectivement, l'hôtel Splendide, d'ailleurs, c'est trop dire que c'est le nid des espions. Mais il y a deux ou trois hôtels, où on peut se mettre vraiment à l'aise dans certaines villes. Ben, c'est ce qu'il y a et voilà, bien sûr, les gens vont là où ils se sentent pour le mieux. Mais le problème, c'est que effectivement, parce que c'est un espace où il y a le plus de rassemblements d'occidentaux, donc c'est une cible. Mais on sait très très bien que c'est une cible facile. Où étaient les sécuritaires dans ce cadre-là? Et on sait très très bien qu'il y a des forces de sécurité, qu'il y a des forces spéciales, qu'elles soient françaises, américaines, des écoutes, et un tas de choses. Moi, j'aimerais bien parler aussi d'une défaillance des sécuritaires occidentaux qui sont là et qui veulent gérer et maintenir la paix dans cette région. Que ce soit au Mali, que ce soit par ailleurs. D'ailleurs, la question, vous avez posé une question, est-ce que ça va, c'est-à-dire de donner un processus d'attentat? D'ailleurs, aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu un attentat au nord du Cameroun, et aujourd'hui, le matin même, il y a eu un attentat. Pire que ça, c'était des attentats dans des mosquées. Donc là, la cible, elle était beaucoup plus symbolique. Et autre chose, vous avez parlé tout à l'heure de, c'est Abacha, on a parlé aussi à propos du relais. Mais j'ai peur, le relais commence à naître. Avant, on avait l'AQMI, avec tous ses problèmes, Belmokhtar qui ne fait plus vraiment partie de l'AQMI, mais qui est plus ou moins allié et qui a fait allégeance à Al-Qaïda d'Afghanistan, les Ansar Din qui sont entre les deux, les différents, mais le nouveau groupe du mouvement de libération du Massina, avec cette sorte de légitimité historique de l'ancien Massina, de la Dina de Hamdallahi, et en même temps qui est d'une extrême violence et qui circule dans un espace qui était complètement oublié, l'ouest du Mali, et qui est en totale rencontre avec la frontière du Burkina. Et le grand problème aussi, c'est que ce n'est plus seulement les Maghrébins, principalement les Algériens, les Sahraouis et les Mauritaniens et autres du Sahel-Sahara qui sont dans la... Aujourd'hui, on voit des natifs de l'espace, beaucoup de Maliens, beaucoup de Nigériens, et j'ai peur qu'il y ait d'autres mouvements. D'ailleurs, il y a d'autres mouvements radicalistes. Il suffit de parler des Ibad al-Rahmani au Sénégal, des Ahmadiyya au Nigeria et d'autres. Et je pense qu'à un moment donné, ces gens-là vont bifurquer de leurs groupes religieux à l'intérieur de la mosquée vers des groupes beaucoup plus radicalistes. Vous êtes d'accord avec ça? Équilibre fragile au sein des ethnies, au sein des différentes cohabitations religieuses? Oui, la région, oui. Mais parce que vous savez, dans cette région, les communautés sont tellement larges. Vous pouvez partir du Mali jusqu'au Niger, c'est les mêmes populations, pratiquement. Vous ne pouvez pas savoir qui vient d'où. En plus, les frontières, si on peut parler de frontières, elles n'existent pas. C'est un large territoire désertique où les gens se promènent comme ils veulent. Ça, c'est leur façon de vivre depuis toujours. Donc, pour rentrer par exemple au Burkina Faso, puisque c'est notre sujet de ce soir, quand un groupuscule qui s'est bien préparé et qui rentre, il est confondu avec le reste de la population. Vous ne pouvez pas savoir qui est qui et qui vient d'où. Il y a ce problème-là. Maintenant, oui, évidemment, quand il y a l'incendie autour de sa maison, il y a de risques que le feu déborde. Le Burkina Faso, il y avait une sorte de tampon, on l'a dit tout à l'heure, mais nos invités l'ont dit également, il y avait une sorte de tampon à l'époque de M. Blaise Compaoré. Ce tampon-là est terminé. N'oubliez pas non plus que ce pays a un des contingents le plus fort, le plus élevé dans les troupes de maintien de la paix au Mali. Et donc, ça ne lui vaut pas qu'il y ait des amitiés au sein de ce groupe. Parce que
tous ces groupuscules qui se réclament, soi-disant, d'un combat, je ne sais pas de quel combat religieux ou de quel combat révolutionnaire, entre guillemets, mais en réalité, qu'est-ce qui les gêne aujourd'hui? Puisqu'ils avaient une industrie de kidnapping qui marche de moins en moins comme ils le souhaitaient, une grosse industrie, entre guillemets, de trafic de cigarettes, qui est compromis finalement par cette instabilité politique et par ce changement de régime. Ouais, mais il leur reste quand même, il ne faut pas oublier, une grosse industrie d'armement. Parce que la Libye à côté, qui n'est pas loin, il ne faut pas l'oublier, la Libye c'est un immense hypermarché de grossistes, et en plus à ciel ouvert, d'armes de toutes sortes. Alors, donc, les armes, oui. Alors on reviendra sur le mode opératoire et sur la manière avec laquelle ont été couverts enfin, ces actions, ces attentats, à travers Twitter, à travers Telegram. Ça a été fait quasiment en temps réel, avec des revendications par la suite. On fait une petite pause, on en parle juste après. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, nous essayons de décrypter les attentats, de comprendre, enfin difficile de comprendre, mais en tout cas d'essayer de déficeler un peu le pourquoi et les objectifs de ces attentats qui ont eu lieu à Ouagadougou. Je vous parlais avant la pause du mode opératoire. On commence à s'habituer à ce mode opératoire, donc utilisation d'armes, on tire sur des cafés, et on est avec des jeunes hommes qui sont habillés en treillis militaires, selon les témoignages qui ont été recueillis, et surtout couverts quasiment en temps réel avant la fin de l'attaque et revendiqués via Twitter, via Telegram. On est proche finalement aujourd'hui des techniques de production et de couverture qu'on peut retrouver au sein de Daesh et de l'organisation de l'État islamique. Oui, absolument. Maintenant, donc, on le sait, les groupes finalement donc profitent des expertises et des expériences des uns et des autres. Quand un modèle donc marche automatiquement, donc il est calqué chez les autres. Ce qui est aujourd'hui intéressant donc à analyser, c'est justement donc ce mode opératoire donc qui évolue. D'abord donc vers des attaques de commando. Deuxièmement donc ce qui est aussi intéressant à relever dans cette attaque, c'est de brûler, d'incendier toutes les voitures qui étaient donc devant une bonne partie des voitures devant l'hôtel pour donc créer un grand fumée, donc une grande fumée et surtout donc une certaine donc protection, en même temps prendre des otages, des techniques militaires, des techniques de commando. Ce sont des techniques de commando. C'est aussi donc les commanditaires sont ailleurs et un commando qui se déplace d'un territoire donc qui n'est pas forcément donc celui dans lequel l'opération a été exécutée. C'est une direction décentralisée. On le sait exactement. On le sait que maintenant donc pour Ouagadougou que les terroristes sont venus. En tout cas donc ils étaient transportés dans des véhicules immatriculés au Niger. Donc ce qui laisse supposer qu'ils sont donc venus du Niger et que l'attentat a été organisé et préparé donc sur un autre sol, justement pour échapper à toutes ces oreilles et ces yeux et donc et tous ces services de renseignement. Même si les dysfonctionnements, et là donc je suis entièrement donc d'accord, les dysfonctionnements en matière donc de renseignement, le déficit aussi en termes de connaissance de cet espace de la part donc des Occidentaux est très frappant. On le sait aujourd'hui, il y a dans cet espace, le Sahel est un grand océan dans lequel justement donc quand on parle de frontières, c'est juste donc de se dire donc qu'il y a donc des frontières, il y a une grande porosité même quand ces frontières sont dessinées et le mouvement donc le mouvement humain, et il
il ne connaît pas donc ses limites, ce qui fait que les gens donc voyagent et en même temps, d'ailleurs la caractéristique des problèmes, des conflits dans cette zone, c'est que quand il y a un problème dans un pays, il y a rapidement donc la contagion parce que on retrouve d'une part et d'autre des frontières Finalement, ce que vous êtes en train de me dire, excusez-moi de faire le parallèle, je reviens juste sur un tweet d'un téléspectateur, Brahim, qui nous dit les groupes terroristes jouent sur l'absence de coordination sécuritaire entre les États africains. C'est le même argument qui est sorti lors des attentats de Paris, alors qu'on ait des frontières qui soient bien tracées, même si elles sont effacées par le Schengen, ou qu'on soit en Afrique où on a des frontières qui sont quasiment inexistantes, on est quasiment sur un problème de coopération, c'est Choglaoui, dans les États africains. Mais on est à peu près dans le même système du moment que les services de renseignement ne coopèrent pas. Même à l'intérieur du même pays, le rapport entre les différents services de renseignement ne sont pas toujours sur la bonne longueur d'onde. Il n'y a pas un vrai échange d'informations. Le grand problème aussi, c'est les agendas en jeu. Chaque pays dans la région a ses propres agendas et généralement contradictoires avec le voisin. Et ça crée énormément de contradictions. L'autre problème aussi, c'est que ces Occidentaux qui sont là ont aussi des agendas contradictoires, même entre eux, qu'ils se disent qu'ils sont là pour aider ces pays à s'en sortir, et on le voit très très bien. La France, à un moment donné, on le sentait qu'elle était un tout petit peu seule au nord du Mali. Oui, il y a le soutien européen, mais parfois beaucoup plus nominatif, beaucoup plus parole en l'air qu'autre chose. Et il a fallu de véritables... Le grand problème aussi, c'est que même les interventions aussi à l'intérieur, tout à l'heure, c'est Benhamou a parlé et c'est Abacha a parlé du contingent du Burkina qui était le plus important, mais n'oublions pas que le Tchad est un des acteurs les plus importants. Il a été touché jusqu'à maintenant, mais beaucoup plus par Boko Haram, et non pas par ceux qui l'ont combattu, mais de manière beaucoup plus virile que les autres. Et sans le Tchad, je ne pense pas que l'opération Serval, ni l'opération Barkhane qui est en cours aujourd'hui, pourraient réussir. Parce que là, c'est vraiment la pointe de la flèche de cette action militaire. Mais le grand problème, c'est que le Tchad a sa propre logique, son propre agenda dans la région. Et c'est lié à des intérêts en total conflit avec le voisinage d'Est en Ouest. Mais au niveau des intérêts occidentaux, on a bien vu les interventions extrêmement rapides des forces spéciales françaises, des forces spéciales américaines. Est-ce qu'on peut s'attendre... Les Allemands aussi, mais qui ne parlent pas beaucoup. Oui, dont on n'entend pas beaucoup parler. Est-ce qu'on peut s'attendre à un renforcement de la coopération sur place de ces forces spéciales? Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de prise de conscience que le Sahel, comme on dit que la deuxième capitale des Nations Unies, c'est Genève, le Sahel, c'est la deuxième base du terrorisme mondial après la région occupée par Daesh en Syrie et en Irak. Donc il y a une prise de conscience. On voit que tous les services de renseignement ont déployé énormément de ressources sur cette région-là, mais ce n'est pas aussi facile à appréhender parce que c'est un lieu où vos ennemis se déplacent d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, et en plus avec de connexions locales, donc il est beaucoup plus difficile, surtout les connexions locales, beaucoup plus difficile de les appréhender, de les surveiller. Mais ce dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a, oui, au niveau des services de renseignement, même les Américains qui à un moment ont hésité, ils ont aujourd'hui une petite base au Niger avec des forces spéciales et travaillent énormément encore parce qu'ils savent que cet incendie-là peut se déployer sur une plus large région. Attention, parce que quand on parle de Burkina, il y a le Bénin juste à côté. Il y a le Bénin. Et ça, c'est dangereux. Le Mali, il y a juste à côté le Sénégal. Donc les groupes qui sont décidés à aller frapper les intérêts français ou américains, je ne sais pas, avec ce mode opératoire, ils peuvent envoyer un ou des commandos suicides, parce que c'est le cas de le dire, c'est toujours des gens qui sont prêts à aller mourir. Bah, c'est le cas. Donc ils peuvent aller, soit ils peuvent entrer au Bénin, à côté, et quand vous traversez le Bénin, vous êtes tout de suite au Togo. N'oubliez pas que le Bénin est connecté aussi, et frontalier avec le Nigeria, donc c'est pas loin, Boko Haram juste à côté. Donc il y a une forme il y a un risque, oui, un risque que ce cancer se propage un peu sur toute la région, mais on espère
avec les moyens qui sont déployés, et surtout la coopération des populations. Si les au-delà de l'approche sécuritaire, les populations. Je pense que justement sur il faut quand même qu'on arrive, après tout ce qui a été dit par mes collègues, aussi donc à parler de cet espace. C'est un espace qui est immense, dont la majorité n'est pas sous contrôle des États, donc il y a beaucoup de vide dans cet espace, et c'est un espace qui a toujours été un grand refuge pour la criminalité transnationale organisée, pour tout ce qui est illicite. C'est aussi donc un espace dans lequel a évolué une grande économie du crime, une économie de la violence, et c'est un espace aussi dans lequel on a déversé le GSPC algérien qui a donné donc naissance à AQMI. Ce sont donc tous ceux qu'on a chassés, qu'on a mis donc de l'autre côté des frontières, et ils ont trouvé dans cet espace donc de l'oxygène pour vivre. C'est aussi une réalité qu'il faut dire. Les services de sécurité, les armées de ces États n'ont pas les moyens ni les capacités pour assurer la sécurité de leurs frontières et assurer aussi donc la sécurité et la stabilité donc à l'intérieur de leur pays. Deuxièmement, la problématique du renseignement. La problématique du renseignement, donc bon, il y a aujourd'hui ce renseignement humain dont les États ne disposent pas, ou pas donc de la manière avec laquelle ils doivent disposer, pour une raison malheureuse, parce que donc ces populations, elles ont été noyautées par les groupes criminels et terroristes. Aujourd'hui donc beaucoup de gens, leur loyauté et leur aussi donc activité est beaucoup plus dans ce qui est donc dans tout cet espace donc de l'illégalité, et non donc une loyauté envers les États. Il y a aussi donc toutes ces problématiques internes à ces pays, la mauvaise gouvernance, la corruption et beaucoup de problèmes qui font aujourd'hui que ces pays sont dans une situation donc de survie, et bien sûr il y a ces agendas contradictoires, et quand ces gens donc se présentent, quand ces États donc et ces puissances étrangères se présentent dans ces pays, ce n'est pas donc, même si donc on présente cette présence sous forme donc de coopération ou d'aide, elle est beaucoup plus donc pour protéger des intérêts donc de ces pays. Maintenant, quand des Occidentaux sont là, ils créent des zones utiles et des zones donc qui sont inutiles. Donc ils créent des carrés dans lesquels donc ils veulent concentrer ce qui est rentable, et ils laissent donc le reste Maintenant, la question de la coopération, on ne peut pas donc avoir une coopération réelle donc quand on est faible face à un ennemi qui est global, et surtout la capacité de frappe aujourd'hui donc des groupes terroristes dépasse, et la capacité aussi donc la capacité dans l'action de ces groupes dépasse malheureusement donc celle des États. Les moyens aussi dont ils disposent. Une capacité de nuisance. Je dirais même une capacité de frappe et de nuisance, de moyens aussi. Donc ils ont réussi à tisser des réseaux de renseignement qui sont plus fiables que ceux des États. Maintenant, la présence des Occidentaux, oui, mais elle est donc limitée à certaines zones, et elle est aussi donc partagée selon les intérêts. Les Américains ne peuvent pas être directement donc sur l'Afrique, et leur projet donc d'Africom a trouvé donc beaucoup de peine pour trouver donc un espace d'accueil en Afrique. Ils ont pris quelques espaces dans lesquels ils assurent cette présence. Les Français aujourd'hui ont aussi donc un espace qu'ils considèrent donc un espace stratégique, et surtout donc une profondeur donc historique. Ils essaient donc de la maintenir. D'autres cherchent à venir aussi. J'aimerais revenir sur deux questions. La première, vous avez parlé tout à l'heure de mode opératoire. Et ça, il ne faut pas oublier qu'effectivement, même si le groupe est venu d'ailleurs, il a dû sûrement eu un espace d'accueil, une forme de logistique, de repérage, parce que ça demande une opération comme ça ne se mange pas en une semaine. On l'a bien dit, donc, voilà, on a bien vu, ils sont venus donc la peur, pour moi, c'est que cette cellule locale qui a aidé, qui a accueilli, qui a préparé le terrain,
est beaucoup plus dangereuse que ce groupe qui est venu d'ailleurs. Et ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose, qu'on a commencé à noyauter ces pays de l'intérieur, même si ce n'était pas de leur tradition. Ce que le ministre tout à l'heure disait, on ne sait pas s'ils sont 3, 6 ou 15. Oui, effectivement. Bon, deuxième chose. Justement, dans la communication qui a été faite, on a bien vu on supplante aussi l'information avant qu'elle arrive, avant qu'elle vienne finalement des forces sécuritaires, des autorités. Voilà, c'était tout à fait confus, Simon Compaoré, en vue le ministre de l'Intérieur. En plus, il faut faire très attention à ce qu'on nous dit. Moi, je me rappelle l'attentat du Mali, le dernier attentat du Mali à Bamako. J'étais 3 jours après, et l'information que j'ai reçue in situ de manière beaucoup plus populaire était totalement différente de la version officielle. L'attentat, par exemple, du restaurant, ce n'était pas une tuerie, c'était une action ciblée. C'est des gens qui sont allés vers une table donnée et on a assassiné les 3 personnages. Donc, il y a de la différence. Et quand on parle de sécurité aussi dans ces pays-là, il faut voir. J'ai été au moment même des attentats, c'est-à-dire 3 jours après l'attentat de Bamako, et j'ai pas vu vraiment un grand engouement sécuritaire à Bamako. Au fait, on pouvait circuler librement, il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire, c'était vraiment très léger comme système de sécurité. Donc, il y a quand même beaucoup de défaillances de la part de l'intérieur. Alors, parlant de cette présence étrangère, et ça, moi, je dirais même que les États-Unis n'ont pas vraiment l'Afrique aujourd'hui et surtout cette zone au top de leurs intérêts stratégiques. C'est voilà, ils sont là, ils contrôlent, ils surveillent, mais c'est un peu comme la Somalie. Une fois qu'ils l'ont quitté, ça les intéresse pas, mais ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui s'y passe. Alors la France quand même. Alors là. Ils sont beaucoup plus responsables. Ils sont dedans depuis toujours. Ils ont créé ces États, ils ont créé ces frontières. Ils ont leur armée partout dans ces capitales. Leur chancellerie. Mais le problème, c'est que on a souvent critiqué France-Afrique. Le problème aujourd'hui que, soi-disant, cette France-Afrique a disparu avec la disparition. En fait, elle n'a pas totalement disparu. Ce qui a disparu, c'est ces noms emblématiques de Jacques Foccart et d'autres. Je pense que la France, les pays occidentaux en général, n'ont plus l'expertise de ces pays qu'ils contrôlaient auparavant. Ils les connaissent, oui, historiquement, mais les réalités d'aujourd'hui sont totalement différentes. Et le grand problème aussi, c'est en termes de renseignement, et ça, c'est le grand problème aussi, ce qui arrive chez eux en Europe. Ils sont beaucoup plus dans le contrôle électronique, dans l'écoute, que dans le renseignement de promiscuité. Et le grand problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en fait, la littérature produite par ces groupes djihadistes n'est pas vraiment analysée. D'ailleurs, ça fait des années qu'ils en parlent. AQMI, qu'Al-Qaïda en parle, qu'elle va noyauter, qu'elle va entrer dans des scènes, qu'elle va entrer dans des espaces. Et c'est comme si on n'a pas cru à ce discours. Seconde chose, il y a cette rivalité, d'ailleurs Jalil Lounès en a parlé, cette compétition entre les groupes. Chaque fois qu'il y a un attentat quelque part par un groupe, il faut s'attendre à un autre attentat de la part d'un autre groupe rival ou contre. Il y a une rivalité extrêmement importante entre les groupes, que ce soit entre les chefs d'un même groupe, ou entre les groupes, que ce soit ceux de l'AQMI, les alliés de l'AQMI, ceux qui ne font pas partie de l'AQMI mais qui sont toujours dans Al-Qaïda, reliés à l'Afghanistan et au Moyen-Orient, et les nouvelles tendances aujourd'hui qui appartiennent ou qui ont prêté allégeance au groupement Daesh. Alors, en troisième lieu, il y a le processus de communication. Là, on n'est plus dans l'AK-47, RPG, des armes, le plastique et faire exploser. Et on n'est même plus dans ce système suicidaire. On est dans, d'ailleurs, la stratégie de Ouagadougou, c'était attaquer un espace. D'ailleurs, il y avait l'attaque du café en premier, le cappuccino, et après l'attaque, donc pour faire diversion, et attaquer par la suite l'hôtel, et faire diversion par la suite pour se sauver tactiquement en prenant des otages. Ça n'a pas trop réussi, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais là, on n'est plus dans des suicidaires. On est dans des groupes très très bien organisés. Qui auraient pu s'en sortir. Voilà, qui veulent s'en sortir, et qui veulent reproduire. Et le problème, c'est qu'il faut s'attendre. Aujourd'hui, c'est AQMI, ou Belmokhtar a commis l'acte, il faut s'attendre à ce que Daesh, qui est juste à côté, au Nigeria avec Boko Haram, fasse aussi la sorte. D'ailleurs, on est dans des rivalités extraordinaires entre ces groupes-là. Bachir Chamamba, je rejoins juste, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, avant qu'on aille vers toutes ces analyses, le recours à la population. Il y a l'approche sécuritaire, on a bien vu toutes les défaillances qu'il peut y avoir, le fait qu'on n'ait pas nécessairement les moyens en dehors de la coopération sécuritaire européenne ou américaine qu'il puisse y avoir sur place. Le peuple burkinabé, il n'est pas connu
pour sa violence. C'est pas un peuple belliqueux, c'est pas un peuple violent. De quelle manière on peut faire adhérer la population? Donc quel rôle elle peut jouer pour endiguer ce phénomène-là? Les services de sécurité peuvent s'appuyer sur les relais, parce que c'est un peuple. Je vais souvent au Burkina Faso. Je ne peux pas prétendre que je connais ce pays, mais j'ai quand même quelques connaissances. C'est un peuple pacifique. C'est un peuple où la cohabitation, pourtant Dieu seul sait qu'il y a énormément d'ethnies, il y a une cohabitation parfaite entre les différentes ethnies. La variable religieuse, ce n'est pas une variable d'identification dans ce pays-là, pas du tout. Et pourtant, sur les 18 millions d'habitants, il y a une majorité des musulmans, une minorité des chrétiens. Et énormément d'ethnies et de dialectes qui sont parlés dans tout le Burkina. Donc, la population en tant que telle, je peux vous donner un exemple peut-être plus concret du rôle que peut jouer la population pour lutter contre le terrorisme. Je me souviens en 1997, en Égypte, il y avait un attentat terrible qui avait fait 55 morts, 55 touristes. Qu'est-ce qu'on avait pris comme initiative? Les grands tours opérateurs à l'époque, parce qu'ils craignaient aussi pour leurs affaires, mais c'est aussi tout à leur honneur, qu'est-ce qu'ils avaient proposé? Qu'on prélève $1 sur chaque package de vacances qui serait investi dans des activités dans le monde rural. Et je vous garantis, quand le touriste ne venait plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les populations elles-mêmes. Mais on sait qu'en Égypte, la police, elle est archi présente, pour ne pas dire hyper présente, mais c'est la population qui a commencé à faire la police. Et elle allait seule, grâce à ces actions de proximité, le fameux $, qui était prélevé sur chaque package de touristique, on a monté des petits projets, des mini-projets, un peu, type INDH, pour que la population sente les bénéfices de la présence de touristes dans leur village. Et à l'époque, c'est la population qui avait chassé, je dis bien chassé, les quelques leaders qu'on soupçonnait être derrière des attaques ou de mouvances de type terroriste. Il y a un deuxième exemple toujours dans ce pays. Vous savez, il y a le Sinaï, malheureusement, dont les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Il y a un moment, quand il y avait le précédent régime, celui de frères musulmans, on avait nommé un ancien condamné pour terrorisme. Une personne qui était condamnée pour terrorisme. C'est la population qui s'était soulevée pour refuser cette nomination. Pour vous dire qu'on peut compter sur la population. Mais en gros, se battre avec les mêmes armes. C'est-à-dire que les relais, finalement, que les groupes essayent d'activer au sein de la population, lutter de la même manière. Oui, parce qu'il y a une variable économique. C'est un travail de fond. Il y a une variable économique aussi. Alors justement, les populations, là, il faut d'abord donc créer une relation de confiance avec ces populations. Il faut se dire que dans cet espace sahélo-saharien, beaucoup de citoyens se sentent complètement délaissés, abandonnés par les États. L'État n'est pas présent. L'État, en termes de présence, de services publics, n'est pas présent. Il est quasi inexistant dans des espaces très larges. C'est pourquoi donc ces groupes criminels, ces groupes terroristes se sont substitués à l'État. Et ce qui donc ils apportent aux citoyens, c'est ce que donc l'État ne leur apporte pas, ce qui fait que leur loyauté va beaucoup plus donc à ces groupes qu'à leur État. Donc ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent donc à ce projet, mais ils ont réussi à créer donc une relation qui leur permet d'avoir justement donc cet espace comme un espace de refuge, mais aussi donc d'avoir les informations et les renseignements dont ils ont besoin. Aujourd'hui, il faut faire attention. Nous sommes dans un espace qui est large, avec une population qui est en train de grandir donc à un rythme vertigineux. Nous allons donc faire face à une véritable bombe démographique en provenance donc de cet espace. Des jeunes donc qui sont sans avenir, qui n'ont donc
aucune visibilité pour donc une paisibilité de leur vie, ce qui va encore mettre sur les voies des milliers... C'est la problématique commune, finalement, au terreau du terroriste à travers. Donc, ce qui fait, c'est encore plus, parce que donc, bon, là, on aura donc plus de personnes qui vont se déplacer vers d'autres espaces, notamment donc vers le nord, et surtout un espace dans lequel l'économie parce que donc bon, ces formes aujourd'hui que nous voyons, ce sont donc des formes de djihadisme, banditisme, donc associés, et dans lesquels il n'y a plus aujourd'hui donc d'espace, si ce n'est que les États reprennent la main, si ce n'est donc que les États assument leurs responsabilités, mais aussi de créer. C'est pourquoi l'approche aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est nouveau, l'approche ou les approches doivent être nouvelles, et la coopération sud-sud est la voie donc pour pallier à plusieurs déficits. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi donc se dire, la sécurité est un bien commun qui doit être, pour lequel donc la responsabilité doit être partagée. Le Nord ou les Occidentaux, tout ce qui les intéresse, ce sont donc ces richesses, mais ils n'accordent aucune autre importance ou intérêt donc aux problèmes de ces pays, sauf quand ils ont l'impression ou le sentiment que ça va déteindre sur eux. Alors, économiquement, il nous reste quelques minutes. La variable économique, elle est toujours mise en avant, toujours analysée lorsqu'il y a des attentats, où que ça se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina, suite à ces attentats, est-ce qu'on peut s'attendre à des complications au niveau économique? Oui, on peut craindre les pires, parce que, vous savez, nous, on parle du Maroc, il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui sont présentes là-bas. Pas seulement ce qu'on appelle les entreprises 4 étoiles. Oui. On a les assurances, on a les banques. Il y a de petites entreprises, de PME, qui interviennent dans la maintenance de réseaux informatiques, dans les services après-vente d'un certain nombre de prestations, etc. Donc, évidemment, toutes ces entreprises, y compris celles qui étaient tentées d'y aller, vont y réfléchir à deux fois. Est-ce que la variable... Le premier variable du risque pays, c'est la sécurité au sens large. Quand il n'y a pas de sécurité, évidemment, on n'y va pas. Mais je peux vous assurer que les entreprises marocaines, en tout cas celles qui sont déjà installées là-bas, ont développé aujourd'hui une certaine expertise à gérer les situations des crises. Elles ont déjà, pour certaines d'entre elles, déjà cet acquis-là. Est-ce que c'est pas un trait commun aujourd'hui? Je pense que la variable sécuritaire et risque est intégrée chez tous les investisseurs aujourd'hui depuis toujours. Elle est complètement intégrée, elle a toujours été, et aujourd'hui beaucoup plus, avec de nouvelles stratégies. Oui. Et d'ailleurs, mais pour l'Afrique, ce n'est pas nouveau. Oui. Ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, il y a même une sorte de contradiction. C'est généralement dans les pays les plus instables, parce que généralement, quand on est instable en Afrique, c'est qu'on est très riche, qu'on a beaucoup de ressources. Et c'est là où l'on trouve beaucoup d'intervenants. Et ils sont toujours là, les Occidentaux, les Asiatiques, tout le monde est là. Il n'y a pas que les Occidentaux, il y a les Chinois. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... les Asiatiques, oui, beaucoup plus aujourd'hui. C'est une autre forme d'instabilité qui a toujours été appréhendée par les grands groupes internationaux. Et que ce soit de la stabilité ou de l'insécurité, ils se sucrent au passage et ils en bénéficient énormément. Les seuls qui n'en bénéficient pas, c'est les locaux. Je peux vous donner un exemple de mon pays, la République démocratique du Congo, qui est un pays où il y a beaucoup de problèmes, notamment dans la région de l'Est, de l'oriental. En fait, moi-même, je suis originaire de cette région-là. Vous savez, il n'y a jamais autant d'investissements dans les mines, malgré les soubresauts qu'il y a dans cette région-là. C'est de l'ordre de milliards, des investissements milliards de dollars. C'est pas 100 millions, c'est de l'ordre de 500 millions, 1 milliard de dollars. Donc, comme disent les analystes financiers, vous savez, le rendement est proportionnel au risque. No risk, no money. Évidemment. Oui. Il y a des fois donc il y a des fois aussi donc une grande instrumentalisation, parce que donc il faut le dire, quand il y a des conflits, quand il y a aussi donc une instabilité, donc donc on voit toujours le bras, mais on ne voit pas donc qui est derrière. Et il y a toujours donc quelqu'un qui est derrière, parce que donc bon, créer donc une instabilité. Là, vous allez vers la théorie du complot là. C'est toujours pas à ce point. Donc
je n'adhère pas à la théorie du complot, mais il y a toujours, parce que bon, on parle pas donc, il y a toujours donc une certaine instrumentalisation. Et il y a toujours donc ceux qui profitent aussi donc de l'instabilité. On le voit, il y a les Chinois donc lors de la décennie donc 90, ils ont été présents dans toutes les zones en Afrique où il y avait des conflits. D'ailleurs, ils ont réussi à bâtir un empire donc qui a généré beaucoup d'argent dans les zones de conflit. Donc que ce soit au Mali, le Soudan, donc dans la région donc des Grands Lacs, là où il y avait donc des conflits, il y avait donc des Chinois, parce que donc personne d'autre ne voulait y aller. Et là donc bon, malheureusement, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Ça sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Pour mieux comprendre ces événements. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la première de Genten à 21h35. L'émission animée par notre ami Oussama Benjeloun. La rediffusion à 22h40. Excellente soirée sur Média TV et à demain. Merci.